Salut à tous, ici William Pérusse. Connaissez-vous le docteur Pierre Mailloux? Plus connu sous le surnom du Doc Mailloux, Pierre Mailloux est un psychiatre reconnu pour de nombreuses apparitions télévisuelles et d'innombrables apparitions radiophoniques, dont sa propre émission de radio, intitulée « Un psy à l'écoute », à propos de laquelle on lui a souvent reproché son ton dit acerbe, sa manière de répondre à ceux qui lui téléphonaient. On lui reprochait d'être sec, d'être méchant, de manquer d'empathie. Bref, sa franchise cruelle déplaisait. Mais c'était ça le Doc Mailloux, justement. D'une part, oui, c'était un intellectuel, dirais-je même un sociologue, en quelque part, qui avait des opinions extrêmement tranchées, mais qui était bien moins bête que ce que certains ont voulu laisser croire. Le Doc Mailloux était tranchant, partial, peut-être même polarisant. Le Doc avait énormément d'opinions, en plus de ne pas avoir sa langue dans sa poche, de n'avoir aucun filtre et d'être parfois très rentre-dedans. Donc tout pour en faire un personnage médiatique aimé de tous. Mais de l'autre côté, croyez-le ou non, le Doc Mailloux avait un sens de l'humour marqué et une capacité au sarcasme qui dépassait parfois la compréhension générale. Êtes-vous raciste? Pas du tout. J'ai des amis noirs. Puis un noir qui m'a emmené des prunes encore il y a 10 jours, puis ils sont très bonnes. Ça me tue qu'autant de gens aient pris sa réponse au premier degré. Vous me croyez pas quand je vous dis que le Doc Mailloux avait un sens de l'humour que personne ne lui avait soupçonné? Très bien. Regardez ça. T'auras pas un truc, toi, pour retarder l'éjaculation? Ah ben, lève là, mon truc. Moi, avec ce truc-là, je te dis, je peux t'offrir des 2 puis 3 mois. Fred est un éjaculateur précoce. Paul? Ah, c'est normal. C'est la nature. Tu sais, Fred, les hommes préhistoriques, là, avec les dangers, les prédateurs, ils passaient pas 4 heures à faire ça. Fallait que ça se fasse vite. On est conçu comme ça. Ce qui est anormal, c'est de retarder ça. Wow. Un anormal. Ça fait rêver, là. Si tu veux, je peux te donner mon truc, hein. C'est facile. Ça se résume en un mot. Doc Mailloux. Doc Mailloux? Oui, tu sais, quand tu sens que... Tu comprends? Ben, tu penses au Doc Mailloux. Mon homme, grâce à ça, j'en ai rendu des femmes heureuses. Mon maudit précoce, tu vas te retenir, j'espère? Oui, oui. Pour moi, c'est limpide. Malheureusement, le docteur Pierre Mailloux nous a quittés en début d'année, laissant sans l'ombre d'un doute une empreinte indélébile sur le paysage médiatique québécois. Et dans cette vidéo-ci, on va explorer l'un des essais qu'il a écrit. Parce que oui, à côté de sa carrière de psychiatre et de son émission de radio, le Doc Mailloux nous a pondu quelques ouvrages. Et aujourd'hui, on traite de celui qui est sans doute le plus controversé. Celui touchant à 2 énormes tabous de société, soit la pédophilie et la castration des pédophiles. Je vous parle bien sûr de l'ouvrage « Pour la castration volontaire des pédophiles ». Préfacé par Maître François Dubreuil, un avocat spécialisé dans le droit de la protection de la jeunesse, qui achève sa préface sur ces mots. La victime d'un pédophile ne connaîtra jamais l'existence qu'elle aurait été en droit d'avoir. Dès lors, sa vie a pris une autre direction. Une direction qu'elle n'est pas en âge de choisir. Une direction qui mène souvent sur les voies d'évitement, dans des chemins de plus en plus ardus et tortueux. Quelqu'un lui a fait rater l'entrée sur la grande autoroute de la vie. C'est si triste et si juste. En peu de pages, le Doc Mailloux présente d'emblée l'intérêt de son livre. Et son objectif, soit éveiller les consciences, conscientiser le public. Faire comprendre à son audience que la conversation entourant la castration volontaire des pédophiles était à avoir, mais que la pratique ne devait pas demeurer aussi taboue. Il voulait que les gens cessent de rejeter en bloc l'idée de la castration volontaire des pédophiles, sans même être au fait des bénéfices de la pratique sur la société et sur les taux de récidive.
Au moment de l'écriture de ce livre, le docteur Pierre Mailloux comptait à son actif les 3 seuls cas québécois de pédophiles ayant volontairement été castrés. Et entre les témoignages de victimes, lorsque j'étais au primaire, un nouveau directeur d'école fut nommé. Un homme charmant, au dire de tous, qui eut au fait de devenir l'ami de mon père. Il vantait la bonne et stricte éducation que mon père m'avait donnée. Le respect de l'ordre et de l'autorité était une valeur fondamentale pour lui. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour qu'il s'infiltre dans ma vie. Je n'aurais jamais pu dire à mon père ce que son ami, dont il était si fier, me faisait. C'est donc avec stupeur que j'ai appris cet été-là que mon père avait accepté comme une faveur la demande du directeur d'école. Il m'invitait à passer 2 semaines à son chalet. Mon père en était tout honoré. Moi, j'étais détruite. 30 ans plus tard, j'en porte encore les stigmates. on y trouve également des extraits de rapports d'experts, ainsi que, et c'est là-dessus que certains vont grimacer, des retours d'expérience de pédophiles ayant subi une castration chirurgicale. C'est ce qui est intéressant ici. Pierre Mailloux prête la plume, accorde des pages de son ouvrage aux 2 faces de la médaille, la victime et le bourreau. Et c'est une démarche intéressante que peu auraient osé faire. Car là où certains sont réticents à l'idée d'une sentence pour les pédophiles autre que juste quelques semaines derrière les barreaux, vu leur dédain pour l'endurcissement du système judiciaire, et inconfortables face à la castration des pédophiles, ben ces gens-là ne sont pas forcément très affectifs envers les pédophiles. Fortement détestés de l'écrasante majorité de la société. C'est donc une proposition assez brave de la part du Doc Mailloux. Le livre, qui fait un petit 96 pages, entre d'emblée en matière. Et après une brève explication sur ce qu'est un pédophile et sur les méthodes permettant de diagnostiquer la pédophilie, ainsi qu'une brève évocation de la castration chirurgicale comme solution préventive à proposer par le psychiatre dès le début de sa thérapie avec un pédophile. Afin, bien sûr, de prévenir le plus de dommages possible, Pierre Mailloux écrit ceci. Le meilleur service à rendre à un pédophile hors contrôle, tout en mettant le plus de chances de notre côté pour la protection des enfants, est de lui présenter l'idée de la castration chirurgicale. C'est de loin la méthode qui affiche le meilleur rendement quant au faible taux de récidive. S'il existait un médicament qui guérissait plus de 85% des cancers, tous les médecins le prescriraient. S'il existait une méthode qui guérissait plus de 85% des toxicomanes, qui ne voudrait pas l'utiliser? Ces allégories sont pertinentes, d'autant qu'elles viennent ébranler un énorme tabou social. Toujours d'actualité, bien que tranquillement pas vite, les langues se sont déliées et certaines idées ont pu être tenues, à savoir la proposition d'une conséquence physique à un crime physique. Je partirais bien une tirade sur la loi du talion, mais les gens sont pas prêts à entendre ça. C'est pas pour rien que la peine de mort a été abolie. C'est, entre autres, parce qu'il persiste un malaise à l'idée de causer la mort à un criminel qui l'aurait mérité. On est face, ironiquement puisque la religion n'a jamais été aussi faiblarde en Occident, à une véritable sacralisation de la vie humaine, voire une divinisation de l'être humain, de la vie humaine en tant que telle. On estime n'avoir aucun droit sur la vie d'autrui, et ce, même concernant ceux qui se sont donné le droit d'attenter à la vie d'autrui. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Abonnez-vous, soyez là, vous connaissez la chanson. Mais pour ce qui est de la castration chirurgicale, c'est la même affaire. C'était, et ce l'est encore, toujours, perçu comme une mutilation, une barbarie. Ça renvoie inconsciemment l'esprit du gueux moyen à l'idée d'effroyables mutilations génitales commises tout au courant de la sanglante histoire humaine. C'est, entre autres, ce qui entretient cette espèce de malaise général quant à l'idée de la castration, du moins chirurgicale. Parce que justement, pour ce qui est des castrations, il ne faut surtout pas confondre la castration chimique, à base de médications à prendre sur une base régulière et visant à réduire le taux de testostérone chez l'individu,
avec la castration chirurgicale, qui, elle, consiste en une ablation complète des testicules. Car là où la castration chimique est très faillible, car l'individu n'a qu'à cesser de prendre ses médicaments pour que les pulsions et autres désirs sexuels ne refassent complètement surface. La castration chirurgicale, elle, est définitive. Et comme l'écrit le docteur Pierre Mailloux lui-même, ses résultats sont spectaculaires. Cela dit, Pierre Mailloux est parfaitement conscient de l'aspect fort intimidant de la méthode aux premiers abords, d'où pour lui l'importance de l'évoquer le plus tôt possible au courant de la thérapie, chez les pédophiles ayant entrepris les démarches pour suivre une thérapie avant de frapper. Et ceux-ci sont loin, mais très loin d'être majoritaires. Afin de laisser le luxe à l'idée de la castration, de faire son petit bonhomme de chemin dans la tête du pédophile, permettant ainsi, advenant un consentement à subir l'opération chirurgicale, de limiter les dommages sur les enfants. Et pour bien appuyer sur la réussite de la castration chimique, Pierre Mailloux nous présente plusieurs études pour étoffer son argumentaire. Et le livre est bien sourcé. Donc si vous avez envie de creuser davantage la question, le Doc Mailloux vous a laissé toutes ces pistes. En somme, Pour la castration volontaire des pédophiles est un livre très intéressant. C'est un essai dont je vous recommande fortement la lecture. C'est un petit livre qui se lit vite, donc si vous le trouvez, à la bibliothèque ou en vente quelque part, dans le deuxième cas vous êtes sacrément chanceux, eh bien n'hésitez pas, empruntez-le ou achetez-le et lisez-le. Ça vous prendra pas grand temps, et ça étoffera votre argumentaire si jamais vous avez à débattre du sujet avec des gens réhabilitation éternelle sans jamais la moindre sentence. Parlant de sentence, n'allez pas croire que je suis d'accord avec tout ce que propose ce livre. Pas du tout. Vous savez, dans la vie, je suis quelqu'un qui jure beaucoup par le mérite. Je ne jure presque que par le mérite, à vrai dire. Que ce soit le mérite d'un point de vue artistique, c'est-à-dire qu'à mes yeux, les productions artistiques qui débutent par la signature d'un contrat avant même d'entamer le processus créatif ne proposent aucune garantie de qualité. Par conséquent, toute notion de mérite en est sérieusement brimée. Et ça, c'est sans compter les centaines de cas de népotisme qui pullulent dans les différentes industries artistiques et qui violent toujours plus la carcasse du mérite. Ou encore le mérite d'un point de vue plus sociétal, comportemental, personnel, judiciaire. Je trouve qu'on occulte trop souvent le mérite dans toutes les sphères de la société. Et dans son livre, Pierre Mailloux compare deux cas de pédophiles en ces mots. Vincent William, 18 ans, est sorti de prison en juin 1995 après avoir été condamné pour le viol d'une fillette de 10 ans. 2 mois plus tard, il avale des bières et attire une jeune fille de 14 ans dans un parc. Il la jette au sol, l'étrangle si fort que les vaisseaux sanguins des yeux de sa victime éclatent, la déshabille et la viole. Il retourne en prison avec une sentence de 24 ans d'emprisonnement. Tout ceci aurait pu être évité s'il lui avait été prescrit une castration chimique. Un autre cas, Dane Arne Gjeltsen a accepté la castration chimique après sa 4e condamnation pour crime sexuel violent envers des fillettes. Ce récidiviste de 26 ans reçoit maintenant 2 injections qui suppriment ses hormones et ses pulsions sexuelles. Il dit que les fantasmes sexuels et le désir incontrôlable qui le rendait fou ont maintenant disparu. Gjeltsen se déclare enfin heureux. Quel traitement est le plus humain? Celui de William qui souffre en prison ou celui de Gjeltsen qui est maintenant heureux? Ok, je comprends le point du Doc Mailloux. Je comprends le point qu'il essaie de faire là. Et ça sert son propos dans la mesure où son livre est surtout là pour humaniser l'idée de la castration des pédophiles. Ce faisant, citer des exemples de pédophiles repentis rendus heureux des suites de l'opération, ça sert son propos. Mais il y a un hic majeur. C'est que là où on se questionne sur la mesure la plus humaine, en comparant l'emprisonnement continu de l'un et la castration salvatrice de l'autre,
l'auteur occulte complètement une notion sociétale très importante, le mérite. Il a fallu 4 condamnations pour crimes sexuels violents envers des enfants avant que Jelson se décide à se faire castrer. Et castrer chimiquement qui plus est, donc sa castration ne tient qu'à un fil, qu'à un comprimé dans son cas. Seule sa bonne volonté de continuer à se médiquer maintient sa castration. Et là où on est invité par l'auteur à se réjouir pour ce multirécidiviste de ce bonheur qu'il nous dit avoir trouvé, eh bien on oublie complètement ses victimes. Je suis pas sûr que les filles dont il a détruit la vie trouvent que la solution la plus humaine est que leur bourreau soit enfin heureux. Là, je vais vous poser une question. Très simple, mais qui va en faire grincer des dents plusieurs parmi vous. Cet homme mérite-t-il d'être heureux? Répondez, sincèrement. Non, il ne le mérite pas. Je sais, ça se dit pas, blablabla, bla, bla, mes couilles sur ton nez, pis dis pas que ça va faire un dindon, sinon je les enfonce dans la gorge, mon tabarnak. Mais c'est la vérité. Tout le monde mérite d'être heureux. Oui, mais non. Surtout non. Quand t'es un monstre, oui, un monstre, de la trempe de ce violeur, non, tu ne mérites pas d'être heureux. Même si t'es repenti, même si t'es castré, parce que tes victimes, elles, sont brisées à jamais. Ok, tu me dis que tu voulais pas les détruire. Bah, écoute, pour ça, fallait juste pas les violer en premier lieu. Mais regarde, je te comprends. C'est vrai que c'est dur en esti de se retenir de violer quelqu'un. Hey, c'est dur en tabarnak. Sur l'échelle de la difficulté, là, t'as résoudre une équation d'algèbre, escalader le mont Everest, déplacer une montagne à main nue, prendre un bain de lave, et tout au sommet de la difficulté, t'as te retenir de violer quelqu'un. Un défi, câlisse. C'est con, hein? T'aurais dû te retenir un peu plus. T'étais à ça, mais vraiment à ça, de pas gâcher leur vie. C'est ballot, hein? Je suis d'accord avec l'idée d'une castration, surtout chirurgicale, mais uniquement pour les pédophiles qui n'ont pas encore eu le temps de frapper, ou, à la limite, ceux qui en sont à leur première offense. Du reste, une bonne pression de l'index sur une détente, puis tout est beau. Tout est réglé. Je vais vous poser une dernière question, qui peut vous donner un arrière-goût de philosophie de comptoir collégial, mais à laquelle je veux réellement que vous songiez. Celui qui a prouvé son inhumanité mérite-t-il de jouir de notre humanité? Pensez-y. Et je vais rebondir sur ce connard qui a eu besoin de 4 condamnations pour se réveiller, réaliser qu'il n'était qu'un porc et quémander une castration chimique, en vous disant ceci. Ma vision de la castration idéale, donc de la castration chirurgicale, prendrait place dans un modèle où la castration deviendrait obligatoire dès la seconde offense. Le docteur Pierre Mailloux est très clair avec le titre de son livre, pour la castration volontaire des pédophiles. À mon sens, la dite castration ne devrait pas systématiquement être volontaire. Mon modèle idéal serait le suivant. Dès la première offense, balle dans la tête puis on n'en parle plus. Mais bon, comme ça passera pas au conseil, soyons plus nuancés. Et allons-y avec la proposition suivante. À la première offense, une lourde peine de prison, ce qui imposerait une réforme au sein du système de justice lui-même, histoire de l'américaniser au moins un tantinet. On s'américanise sur tellement d'affaires, il serait temps que le système de justice cesse un peu d'être le réfractaire de la bande et accepte son américanisation. Tabarnak, j'aurais jamais cru dire ça. Donc, comme je disais, première offense, longue peine de prison, et à la lecture de sa sentence, le pédophile incriminé se fait proposer la castration chirurgicale, ou chimique, je suis prêt à être un peu flexible là-dessus. Au moment, il a le droit de la refuser, mais s'il la refuse et qu'il récidive à sa sortie de 20 ans de prison ferme, hop, castration chirurgicale obligatoire, condamnation à l'emprisonnement, en prison là, pas chez eux dans la collectivité, à se pogner le beigne chez eux puis à récidiver, en gros. Et hop, on n'en parle plus. Ce modèle serait bien plus sûr que celui, déjà fort prudent, proposé dans le livre de Pierre Mailloux.
Mais nonobstant ce léger désaccord de fond, je vous recommande chaudement la lecture de cet essai, qui était déjà d'une importance capitale à sa sortie. Il est sorti au début des années 2000, là où la pédophilie commençait tout juste à ne plus être autant glissée sous le tapis qu'elle l'était le siècle précédent. Et encore à ce jour, malheureusement, cet ouvrage est d'utilité publique. Ici, le docteur Pierre Mailloux a proposé une solution efficace. Dommage que personne ne l'ait écouté. Il a prouvé l'efficacité de sa solution avec des sources, des témoignages, des statistiques. Qu'est-ce qu'il vous fallait de plus? Pour conclure, j'aimerais rappeler une chose, que les gens semblent trop souvent oublier, ou du moins qu'on ne retient pas en premier lieu lorsqu'il est question de notre cher Doc Mailloux national. C'est qu'au cœur de son combat, au sommet de ses priorités, se trouvaient les enfants. Le bien-être, la sécurité des enfants étaient parmi ses principales préoccupations. Sa bibliographie en témoigne. Sur 6 livres, 3 ont pour sujet principal le bien-être des enfants. Pour l'amour des enfants, non au châtiment corporel, publié en 2002. Pour élever ses enfants, prière de ne pas les rabaisser, publié en 2006. Et enfin, notre livre du jour, publié en 2001. Le doc avait à cœur la protection de nos jeunes. On l'oublie un peu trop. Enfin, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à la partager, parce qu'avec le mot pédophile dans le titre et un peu partout dans le texte, clairement, YouTube sera pas content. Et il risque très fortement de jeter cette vidéo-là dans l'ombre. De la shadowban, en d'autres termes. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de ma production littéraire et audiovisuelle. C'est très important puisqu'il y a du très lourd en perspective. Et en passant, si vous souhaitez m'aider à faire connaître mon travail, et surtout cette vidéo, qui est très importante, alors partagez-la. Partagez-la partout. Le sujet est d'utilité publique. Ça fait quand même 23 ans depuis la sortie du livre, puis j'ai pas l'impression qu'on a évolué tant que ça. Et avant de se quitter, laissez-moi vous inviter à consulter la description de cette vidéo. Je vous y ai collé quelques liens de vidéos où le doc a fait preuve d'une forte pertinence. Si ça peut vous donner envie de vous intéresser au personnage, à l'homme derrière et à ses prises de position, alors c'est tant mieux. Sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, salut! I might die tonight, but if I do, I'ma be okay. And if I die tonight, at least I stood by the stuff I said. I got 2 graves dug, one for me and one for the motherfucker standing in my way. And if I die tonight, at least I can say I never ran away. Yeah, 6 foot deep in the cut, shoveling the tarp rolled up in the trunk. Couple low bikers and they know what's up. Spin my iTunes check on getting people roughed up, and the child molester might end up in the mud. Bones in the shit of a couple wild boys. Teeth buried in the light of a little white church. I'll be somewhere, dog, GPS don't work. Les impôts au Québec, c'est quoi le problème? Un vol. Un vol. C'est un vol. Mais vous, est-ce que vous volez l'État en payant pas vos impôts? Non, je garde mon argent.